d'abord, je ne suis pas l'adversaire de Patrice Talon. Ça, il faut que les gens enlèvent ça de la tête. Je ne suis pas du tout son adversaire. Mais les principes, les actes qu'il accomplit, les techniques qu'il met en œuvre, quand ça ne va pas, il faut qu'on ait le droit de lui dire. Il faut qu'on ait le droit de lui dire parce que le pays nous appartient à nous tous. Et nous, jeunes, nous devons travailler à éviter que la classe politique actuelle nous laisse un pays en loc, un pays qui présente des signes d'un pays sorti en état de guerre. Oui, le recul démocratique est patent. L'autre jour, nous avons parlé de la technique mise en œuvre à partir de la distorsion électorale qui est créée avec le pourcentage de qualification. Et à partir de ce pourcentage de qualification, comment on a abouti à la distorsion électorale pour fausser la représentation nationale. D'accord? Et donc, on est parti maintenant de là pour voter des lois barbares, des lois qui retirent à nos concitoyens, fonctionnaires, leurs garanties, à nos travailleurs, leurs garanties. Patrice Talon à l'étranger a dit qu'il a réussi à rendre l'emploi précaire dans son pays. Les gens l'ont regardé de façon étrange, les Blancs l'ont regardé de façon étrange. Pendant que le droit évolue actuellement vers plus d'humanisme dans le droit du travail, dans le droit de la fonction publique, un président, un chef d'État se lève et dit et affiche une fierté d'avoir rendu précaire l'emploi et le travail dans son pays, la fonction publique et le travail dans son pays. Ce n'est pas bien. Ces choses-là, ça ne nous honore en rien. Et donc, je reviens sur les menaces. Moi, j'ai pris les menaces là très au sérieux. J'ai pris les menaces très au sérieux. Ah bon? J'ai pris les menaces au sérieux. Parce que nous les avons vu fonctionner depuis. Et il faut anticiper dans la vie. J'ai sérieusement anticipé. Et je ne vais insulter personne. Je ne vais menacer personne. Mais je me défendrai jusqu'à ma dernière gouttelette d'énergie. Jusqu'à la dernière gouttelette de mon énergie, je me défendrai et je défendrai les violations de la Constitution. Si ce que je dis concernant la Constitution, si ça n'agrée pas quelqu'un, que la personne vienne à un débat contradictoire. Regardez, ça me permet de rentrer dans l'actualité. Depuis plusieurs jours là, il y a un problème de coup d'État, oui. Monsieur Vital Panou, qu'il y ait coup d'État ou non, actuellement tout de suite là, que les faits soient avérés ou non, parce que je ne veux prendre position pour personne. Pourquoi? Pourquoi moi je ne veux pas prendre position pour quelqu'un? Je les connais tous, je les observe tous. D'accord? Je connais leur mode de fonctionnement interne. Pour autant, vous ne me verrez pas associer à des dérives de genre, coup d'État, tout ça là. Vous ne verrez pas mon nom. Puisque depuis Paris, on m'a appelé pour dire on a acté ton arrestation parce que ton nom va être cité dans les affaires de tentative de coup d'État. J'ai eu tellement de propositions de coup d'État contre Patrice Talon et j'ai dit, mais ces gens se trompent d'individus. Moi, je suis un homme de culture. Je ne suis pas un homme de violence. Je ne sais pas si vous vous rappelez la citation de Romain Rolland qui dit je n'appelle pas héros ceux qui ont triomphé par la force, ni par la pensée. Mais j'appelle héros ceux qui ont triomphé par le cœur. Moi, j'ai du cœur. Je suis un homme de culture à du cœur. Un homme de culture, c'est un homme civilisé. Et donc, vous ne me retrouverez pas dans des histoires de coup d'État parce que je suis anti-coup d'État. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, c'est pour aviser l'opinion que si on vient vous dire un jour que vous êtes en train de participer à une conspiration, coup d'État et consort, les gens ne me connaissent pas. Ceux qui veulent m'affronter là, ils n'ont qu'à venir m'affronter sur les plateaux de télévision ou bien ils n'ont qu'à prendre leur plume, on va se croyer. Moi, j'aime la confrontation intellectuelle. Donc, je ne suis pas du tout favorable au coup d'État. Pourquoi? Parce que de la situation que nous regrettons aujourd'hui par rapport à la question de Patrice Talon, à accepter un coup d'État,
nous allons vers l'inconnu. C'est encore un saut dans l'inconnu. Et vous savez, les dictatures militaires, ce que ça peut faire. C'est ça. Je comprends la situation au niveau des États de l'AES. Chez eux, ils ont des rébellions et non des terroristes. C'est des rébellions dont nous allons parler après. Ils ne peuvent que recourir à l'outil militaire pour sauver leur pays. Ça, je ne condamne pas les coups d'État intervenus dans ces pays-là. Mais chez nous, nous pouvons aller trouver dans notre génie propre, dans le génie de Vital Pan, dans le génie de Mouréon, dans le génie de toute la jeunesse, pour en réalité régler notre problème. Et donc, si elle fait ce détour, c'est pour revenir clairement à la situation. Est-ce que ce n'est pas une querelle de succession aujourd'hui? Est-ce que cette affaire de coup d'État-là, qu'elle soit justifiée ou non, est-ce que ce n'est pas une querelle de succession? C'est une querelle de succession. Puisqu'il y a des deals entre politiciens, et si quelqu'un ne veut pas respecter ce qui a été décidé en temps comme agenda du groupe, eh ben, les autres vont vouloir l'évincer nécessairement. Or, si la compétition, si on n'avait pas mis le parrainage dans la Constitution et dans la loi électorale, si on n'avait pas mis comment on appelle le certificat de conformité à l'époque. Le certificat de conformité. Si on n'avait pas mis le quitus fiscal, si on n'avait pas augmenté encore le pourcentage de qualification pour créer une confusion, si les gens se sentent libres de postuler aux élections présidentielles et législatives, les coups d'État viendront d'où? Les coups d'État viendront d'où? Et j'ai cherché en vain, j'ai évité d'aller vers lui, mais le professeur Joël Aïbo a publié un article dont j'ai lu le résumé où il démontre que c'est les civils, qui, de par les coups d'État institutionnels qu'ils opèrent, font appel indirectement à l'armée, directement ou indirectement à l'armée. Donc, il va falloir retourner à la norme démocratique pour avoir la paix. Il va falloir retourner à la norme démocratique pour avoir la paix. Donc, concrètement, c'est ce à quoi amène le législativisme, qui fait voter des lois barbares, des lois injustes, des lois chrysogènes. Et donc, il va falloir que nous puissions tous poser tranquillement maintenant pour réfléchir. Moi, je n'ai pas peur de la confrontation qui s'annonce. On va arrêter l'union. Je me suis préparé. J'ai mes avocats au plan national comme à l'international. J'ai tissé beaucoup de relations pour éviter, pour mettre fin à cette manière de traiter les gens qui prennent la parole publiquement pour développer des idées. Nous avons tous le droit de participer au développement de notre pays. Et donc, quand on met un système d'exclusion en place, on ne peut que parler de coup d'État. Mais est-ce qu'il y a un coup d'État? Moi, je vais vous dire, je ne peux pas répondre. Vous savez pourquoi? Je vais revenir, je vais rester technique, très technique ici. Vous savez tout ce qui m'a gêné dans le dossier quand j'ai suivi la sortie du procureur de la République? Non. Ce qui m'a gêné, c'est le manque de munitions, qui a accompagné le dossier. Pourquoi? Il a été dit qu'il y a de l'argent dans une voiture. D'accord? Il y a de l'argent dans une voiture. L'argent a été emballé. L'argent a été ensachet. Alors, ce que la police devrait faire sous le contrôle du procureur spécial de la CREET, ce que la police devrait faire, c'est de passer au paye fin. Nous, on parle au paye fin, cette voiture-là. Nous, on parle de travailler. C'était quoi? C'était d'envoyer les gestionnaires de scènes de crime de la police technique et scientifique pour relever tout ce qu'il y a comme empreinte digitale et dans la voiture, sur les parois de la voiture, au volant de la voiture, sur les trucs là, les rétroviseurs. Notre police a effectivement tous ces moyens. Nous avons tous ces moyens aujourd'hui. Nous avons tous ces moyens. Je fais partie des pionniers, des gens qui ont négocié avec les Américains cet accompagnement. Nous avons aujourd'hui
la police technique et scientifique. Et nous avons formé des gestionnaires de scènes de crime. Moi-même, j'ai été formé gestionnaire de scènes de crime et j'ai fait beaucoup plus l'option photographie criminelle. OK. Vous voyez? Donc, on devrait, la police devrait nous récolter tout ce qu'il y a comme indice dans la voiture. Là où vous êtes assis tout de suite, là, monsieur Vital Pano, vos cheveux sont en train de tomber. Vous n'allez pas voir ça à l'œil nu. Le vêtement que vous portez là, c'est un t-shirt, non? Votre t-shirt là, ces fibres sont en train de tomber. D'accord? Et donc, dans la voiture là, tout ce qui est retrouvé comme fibres, comme cheveux, comme empreintes, tout, on doit prélever jusqu'au sable qu'on a retrouvé sous le pneu, sur les pneus là, et aussi sur les parois intérieures de la carrosserie, pour voir, pour analyser, pour comparer en réalité l'origine de la voiture. Donc, par rapport aux empreintes, ça va nous permettre de savoir qui sont ceux qui ont emballé l'argent. Qui sont ceux qui ont emballé l'argent? Est-ce que c'est Boko Olivier? Est-ce que c'est Omeki et Oswald? Ou leurs employés? Si oui, où est-ce que l'argent a été emballé? Les stocks qu'on a retrouvés, dans lesquels on a emballé les trucs là, l'argent là, les policiers devraient travailler à aller nous retrouver là où l'argent a été emballé. Peut-être que ce travail est en cours, M. Ouné. Attendez. Vous me permettez de vous donner les trucs là, et après on va analyser si c'est en cours ou pas. Et donc, on devrait analyser tout ça, les cheveux, tout ça là, à qui ça appartient. Si on a même des trucs là, et d'autres aspects plus techniques que je ne vais pas vous évoquer ici, on va pouvoir situer, on va retrouver les fibres issues des sacs, les sacs là, ou des pièces qui ont été... On doit retrouver beaucoup d'indices chez celui qui a emballé l'argent et reconnaître qui sont ceux qui ont emballé l'argent. Maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Il a été dit que le colonel Tevo Idre devrait venir prendre l'argent. Quand on dit ça à un policier, c'est très simple. Je suppose, monsieur Vital Pano, que je vous invite chez moi, je vous dis, voici l'argent. Vous irez vers la voiture, tout naturellement. Vous allez poser vos mains, toucher l'argent à des endroits donnés, palper l'argent. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'on a retrouvé les... Vous savez pourquoi je pose cette condition? C'est ça qui va nous permettre de dire clairement que l'argent est destiné au colonel Tevo Idre. Oui. Donc, ce que moi je dis, l'État, c'est quelque chose de très sérieux. Et moi, dans des dossiers que j'ai dans le passé, là, j'ai pris tellement de précautions que mes amis d'en face, qui se disent mes adversaires, moi je n'en ai pas, ne peuvent jamais revenir dessus publiquement. Je vous garantis ça. Ils ne peuvent que dire des choses dans mon dos. Mais si les gens se hasardent à évoquer un certain nombre de dossiers, je vais étaler les choses sur la place publique pour leur montrer que moi, je suis tout sauf délinquant. Je ne suis pas un menteur. Je n'aime pas. Monsieur Ouné, si vous me permettez. Dans des affaires de délinquance, vous n'allez jamais entendre mon nom dans des affaires. Ah, le commissaire, là, quand on est allé au commissariat, il nous a pris tel sous. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Monsieur Ouné, vous savez que vous avez été célèbre sous le régime de faim par rapport à un certain nombre de dossiers. Les précautions dont vous nous parlez aujourd'hui, est-ce qu'à l'époque, au moment où vous aviez présenté certaines preuves à la télé devant les médias nationaux et internationaux, est-ce que vous aviez pris les mêmes précautions à l'époque? J'ai pris toutes les précautions. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a un dossier dans lequel j'ai fait le dossier empoisonnement. Parlons des choses clairement. Dans le dossier empoisonnement du président Bodiaï, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quand j'ai fini le dossier, je n'étais pas d'accord pour aller faire la conférence de presse. Et en privé, je peux vous citer des noms, des gens que j'ai appelés pour leur dire, mais allez voir le président.
si nous parlons de nous présentons ce dossier-là, nous allons rendre Patrice Talon et Bokar Olivier populaires. Et nous allons en faire les prochains présidents. Parce que quand j'ai eu l'occasion, dans un dossier de 11 milliards 5 de détournement de subventions, j'ai constaté qu'il y avait un soulèvement populaire tout de suite que j'ai dû casser rapidement. C'est ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est populaire. Donc, en s'en prenant à lui de certaine manière, sans précaution, nous allons le rendre populaire. Ça n'a pas manqué. Et puis, j'ai dit deux choses à qui de droit à l'époque. Ils ne m'ont pas écouté. Tout s'est arrivé. Vous savez, j'ai pris tellement de précautions qu'on a pu retrouver encore les empreintes des concernés sur les produits saisis à l'époque. Et oui, et puis je n'ai pas oblitéré les produits. J'ai conservé les produits jalousement et j'ai projeté mes expertises. Tel produit est dit, on m'a dit que tel produit est radioactif. Ok, ce n'est pas à moi de déterminer la radioactivité, c'est les experts. J'ai suggéré au juge que nous recourions à l'expertise. Ce que les Béninois ne savent pas, quand le commissaire de police ou le juge requiert un expert, l'expert n'est pas tenu de dire que c'est ce que le juge pense ou le policier pense qui est vrai. Mais dans le même dossier, vous allez voir que le rapport du laboratoire du FBI dit par exemple que le produit que moi j'ai cru, en tout cas que le docteur Cissé m'a dit, et mortifère et radioactif, n'est pas radioactif. Mais c'est l'expert qui a dit, je m'incline devant l'expertise. Parce que c'est comme ça que c'est conçu. La procédure, c'est comme ça. Et mieux, ce que les gens n'ont pas retenu, le laboratoire du FBI dit dans son rapport que les produits qui ont été saisis contiennent des poils et mortifères. Quand on dit poils mortifères, ce n'est pas les poils qui donnent la mort. Donc, ça, c'est pourquoi il faut faire un travail minutieux. Et même si demain, c'est vos adversaires qui prennent le pouvoir, ils ne pourront que vous attaquer sur des détails comme on vous met à la retraite, on fait ceci. Vous les avez jamais vus évoquer ces dossiers-là contre moi? Est-ce que vous n'avez jamais vu évoquer ces dossiers-là contre moi? Moi, j'ai toujours été du côté de la vérité. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté tout le temps. J'étais toujours un éternel incompris. Mais tout le temps, j'ai su prendre les précautions. Donc, pour revenir au dossier coup d'État, moi, je suis tellement gêné que le procureur n'est pas attendu, le procureur spécial de la procureure n'est pas attendu de fouiller complètement le dossier, d'attendre les analyses. Il pourrait faire un communiqué de presse, et, comme il a eu à le faire. Hein. Mais ce qui a manqué à sa déclaration, c'est de nous expliquer que la police judiciaire est saisie en sa branche de la police technique et scientifique, continue ses investigations pour renforcer les soupçons ou invalider les soupçons. Vous voyez? Donc, techniquement, ça m'a gêné, ça m'a vraiment gêné. Techniquement, ça m'a gêné. Et je ne veux pas prendre position dans ce dossier. Il va falloir qu'on laisse le dossier aller évoluer pour savoir s'il y a un coup d'État ou pas. S'il y a un coup d'État ou pas. Donc, je rassure tous ceux qui s'inquiètent pour moi par rapport à ces genres de dossiers. Je ne suis mêlé de coup d'État de rien. Et personne ne peut m'arrêter pour mes opinions. Si on vient m'arrêter pour mes opinions, ce qui va se produire va se produire. Ce n'est pas des menaces. Hein. Je vais me défendre selon les voies de droit. Et correctement même. Je vais abondamment me défendre. Donc, je n'ai pas Monsieur Houndé, en privation de liberté d'expression, est-ce que ce n'est pas une accusation que l'on porte de façon récurrente à tous les régimes qui se succèdent? Sous le régime défunt du président Boni Yayi, on a eu les mêmes accusations, musellement de la presse. Aujourd'hui, on parle encore de musellement de la presse, d'intimidation, etc. Qu'est-ce qui est différent de ce qui était reproché au régime défunt et de ce que l'on reproche aujourd'hui au régime actuel, par exemple? Bon, monsieur Vital Panou, vous ne voyez pas que je suis obligé maintenant de recourir
à votre chaîne pour pouvoir donner des explications, pour pouvoir rassurer mes compatriotes et tous ceux qui nous ont écoutés sur les 2 émissions-là. C'est-à-dire, ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est que le régime en place ne veut pas que les gens prennent la parole pour dire ce qui est fait est bon, ce qui est fait est mauvais. Si vous dites que ce qui est bon, ce qui est fait est bon, ah, c'est bon. Regardez, vous ne voyez pas que il y a une inégalité dans le partage de la parole. Le gouvernement va en tournée gouvernementale pour aller expliquer, et pour aller dire, et tourner de compte rendu. Tourner de compte rendu. Et tout ce qui est fait est beau. La retraite d'office des fonctionnaires est beau. Est belle, pardon. La retraite d'office, elle est très belle. C'est une réalisation. Aucun pays au monde n'a réussi cet exploit. On magnifie ce qui est contre la loi, ce qui est illégal. Je ne vais pas utiliser des termes injurieux. On magnifie ce qui est illégal. On veut dire que ce qui est illégal est légal. On nous impose ce qui est illégal comme légal. Au même moment, on nous dit, vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'allez pas parler. Et dès que vous parlez, on commence par vous menacer. Et ça, c'est le style des régimes totalitaires. La propagande. Ils sont dans la propagande pour montrer que ce qu'ils font est bon. Le légiscentrisme, c'est bon. Le coefficient de qualification et le pourcentage de qualification électorale, c'est bon. La dictation électorale, c'est bon. L'Assemblée moniste, c'est bon. Les lois barbares, c'est bon. Les lois injustes, c'est bon. Donc, toute la presse aujourd'hui, les journalistes ne sont plus libres. Les journalistes ne sont plus libres. Parce que, vous savez pourquoi je parle comme ça. Dès que la HAC a commencé par s'acharner contre Martin Libre et Benin Reporter Monde, là, Reporter Monde, j'espère que je n'ai pas mal, je n'ai pas écorché le nom de la télévision. Non, c'est bon, monsieur Ouleye. Reporter Monde, dès que la HAC a commencé par s'acharner contre les journalistes, vous savez ce que j'ai compris tout de suite? Le gouvernement a développé ce qu'on appelle le syndrome de la bourgeoisie. Ça veut dire quoi? Le syndrome de la bourgeoisie, c'est en réalité cette peur que développe le bourgeois face aux éclaireurs, les écrivains, les essayistes, les critiques, les journalistes, tous ceux qui portent la lumière gênent le bourgeois. Et dans qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre, il dit que le bourgeois a peur de la lumière. C'est pourquoi on a appelé le 18e siècle en France le siècle des Lumières. C'est à partir des écrivains, des philosophes, des philologues, des sociologues, des littéraires, de tous ceux-là, qu'il y a eu la Révolution française. Il y a eu la Révolution française, avant ça, la Révolution française, la Révolution américaine. Il y a eu la lumière, ce qu'on appelle dans ces pays-là, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est le respect des droits de l'homme, la garantie de l'opposition, le partage public de la parole. Il faut que les gens nous laissent parler. S'ils font bien, nous allons les encenser, nous allons les applaudir. Mais si vous faites mal, nous n'allons pas vous applaudir. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours que nous applaudissions ce qui est illégal. Ce qui est illégal se voit.